Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, le magazine 100% économie africaine de RTI 1. Au sommaire pour ce 5e numéro, les infrastructures routières en Afrique. La Côte d'Ivoire, qui pouvait se vanter de son réseau routier il y a 2 décennies, a aujourd'hui un grand retard à rattraper. La faute à un investissement insuffisant durant plus de 10 ans. Véritable défi pour le gouvernement qui rêve émergence. Quels sont les enjeux économiques d'un réseau routier sur une petite commune? Quel impact cette route a sur le quotidien des populations? C'est ce que vous découvrirez dans notre second reportage. Nous vous emmènerons à Bétier, commune située à 300 km d'Abidjan. Emerson Kofi Asomoli, 27 ans, s'est vu confier la gestion de ce projet de réalisation du bitume. Une opportunité d'emploi et une grande fierté pour ce jeune ingénieur. Et puis nous irons au Maroc à la rencontre d'El Mouloudi Ben Haman, un bâtisseur made in Africa. Cet économiste marocain est un artisan du modèle routier de son pays. Il a fondé en 1987 Sintram, la Société internationale de travaux au Maroc, qui a construit plus de 200 km d'autoroutes dans le pays. Il emploie plus de 3000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 65 milliards de francs CFA. Son histoire à succès dans ce numéro. Et justement, il sera notre invité, en plus de M. Koulibaly Dieudonné Nanga, directeur adjoint du département infrastructure et transport du Bénet, et M. Pierre Demba, coordonnateur du PRICI. Ce soir, votre émission s'intéresse aux infrastructures routières sur le continent. Commençons par la Côte d'Ivoire qui, dès son accession à l'indépendance, a mis l'accent sur le développement et la modernisation des routes. D'importantes infrastructures ont donc été construites, mais pendant plus d'une décennie, l'entretien et les investissements n'ont pas suivi. Et faute d'entretien, justement, le réseau routier ivoirien est parmi les plus dégradés d'Afrique. Conséquence immédiate, le calvaire enduré par les automobilistes, l'augmentation du coût du transport, la réduction des échanges entre régions et l'appauvrissement des populations rurales enclavées. Il faut absolument rattraper le retard accumulé en matière d'investissement et d'entretien, gage du développement économique du pays. Alors, quelles sont les solutions pour que notre réseau routier soit viable? Comment les professionnels de ce secteur expliquent-ils l'état de nos routes, qualité des routes en Côte d'Ivoire, problématiques et solutions? Un reportage de Didier Nguessan, Jean-Luc Bangbo et Omar Yameogo. Gare routière d'Atekoubé à Abidjan. C'est l'un des nombreux points de départ de livraison de marchandises à travers toute la Côte d'Ivoire. Diaby El Mami, 29 ans, chauffeur routier, est un habitué de cette gare. Aujourd'hui, il part livrer des marchandises à Korogo, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 600 km d'Abidjan. Il effectue ce voyage 2 fois par semaine depuis 8 ans. Al-Mami a parcouru plus d'1 061 000 km, soit l'équivalent de 27 fois le tour du monde. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Bon, il a commencé depuis tout petit. J'ai aimé ce travail. Un jour, il a décidé d'être chauffeur, donc il a appris l'apprentissage, tout ça. À la grâce de Dieu aussi, un jour, il a eu mon permis ici de devenir chauffeur. Et maintenant, ça me fait près que 8 ans ici dans la conduite. Une centaine de kilomètres plus tard, Al-Mami marque un arrêt. Quand on roule un peu, on garde, puis on contrôle la voiture. C'est normal quoi. Tu peux avoir des pannes, bon. Tu sais pas, tu peux rouler dessus, ça peut te créer des problèmes. Donc, ça fait que quand on roule un peu, on garde, puis on contrôle, puis on continue. Par précaution, il répète ce rituel de routier tous les 100 km. Pour devenir routier, il suffit d'avoir un permis toute catégorie. Aucune formation spécifique n'est requise. Bon, c'est moi dit la route. Il y a des coins qui sont bons. Là, les coins qui sont bons, là, on peut rouler un peu. Bon, les coins qui ne sont pas bons, là, on est obligé de rouler doucement. Si tu ne fais pas attention, tu peux gâter la voiture. Tu peux avoir des pannes aussi. Bon, là-bas, pour avoir des mécaniciens, ce n'est pas facile.
Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a investi dans ses infrastructures routières, ponts, échangeurs, autoroutes, routes interurbaines. Le pays inaugure ses infrastructures les unes après les autres, renforçant ainsi son réseau routier considéré comme le plus dense d'Afrique de l'Ouest avec plus de 6200 km de routes bitumées. Ce développement tout azimut a toutefois un talon d'Achille. Les routes construites ou réhabilitées se dégradent de manière précoce. Selon l'Office de sécurité routière, sur les 6000 cas d'accidents de la route enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, 2%, soit 120, sont provoqués par l'état défectueux des routes. Même les voitures que vous voyez en panne, c'est à cause de l'état de la route. Vous voyez, le chauffeur, il y a des chauffeurs qui ne connaissent pas la voie. Précisément, il quitte Abidjan, il s'en va à Kourougou, il peut rouler. Donc il va venir tomber dans un creux, bon, ça peut mettre la voiture en panne, ou soit lui-même il va rentrer en brousse, tout ça, ça est dedans. Moi je trouve que tout ça là, c'est le problème de la route. Si la route est bonne, ça peut nous inviter pour avoir plein de dégâts. Lui là, mais il est tombé avant-hier. Il s'agit de dévier trop, il est venu se coucher ici. C'est la route qui n'est pas bonne en tant que telle. Parce que si on venait, on a évité un trou, l'arbre de transmission a quitté. Quand l'arbre de transmission a quitté la direction, on ne pouvait plus stabiliser la direction. Le freinage n'est plus ça aussi. Donc c'est ça qui nous a conduit dans le décor. On n'a pas été vraiment une chance en tout cas. C'est la route qui a créé tout ça. Parce qu'il y a trop de trous sur la route, on ne peut pas rouler un camion à chaque fois. Éviter les trous, ça complique quoi. Cette sortie de route rappelle de mauvais souvenirs à notre routier. J'ai vécu ça au moins plusieurs fois. Bon, la première, ça s'est passé à Antafri, Ferké. Avec mon apprenti, bon, on a fait une semaine en brousse. Après, on a appelé à Abidjan, les mécaniciens sont venus dépanner. On est rentré. Donc ça m'a choqué quoi. Un tel accident entraîne inéluctablement des frais pour le transporteur. Entre le dépannage, la réparation et les jours d'inactivité, le propriétaire du camion se retrouve avec une perte minimum de 1,5 million de francs CFA. Le trajet sur l'axe Bouaké-Katiola est jonché de nids de poules. Le routier préfère donc dormir à Bouaké pour ne prendre aucun risque la nuit. C'est là que vous allez dormir? Oui. Parce que ici on va se reposer. Là, matin, on va continuer nos chemins. Il passera la nuit à la Belle Étoile, non seulement pour veiller sur son chargement, mais aussi pour économiser les frais d'hôtel et arrondir ses fins de mois, son salaire étant de 100 000 francs CFA. Fatigués, nous laissons Almami dans les bras de Morphée pour nous rendre à 450 km de là, au sud-est de la Côte d'Ivoire sur l'axe Aboisseau-Noé. Ici, nous venons comprendre comment se construit une route et quels en sont les critères de durabilité. Gérard Kouassi est le directeur général de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux du tronçon Aboisseau-Noé, long de 60 km. Un projet de 31 milliards de francs CFA qui s'inscrit dans le vaste programme du corridor Abidjan-Lagos. Ce matin, il vient visiter le chantier accompagné de son directeur de projet. Ce dernier veille à la bonne exécution des travaux et s'attelle à les faire correspondre au cahier de charges. En effet, en cas de non-respect des normes, une mission de contrôle mandatée par le maître d'ouvrage, l'AGEROUTE, peut faire reprendre les travaux. Vous pouvez nous décrire actuellement l'état dans lequel nous sommes? Alors là, nous sommes à l'échelon d'application de la grave bitume, qui correspond à la couche de base. Alors, on a 10 cm de grave bitume en couche de base, et après ça, on aura la couche de roulement qui est en 5 cm de béton bitumé. Le dimensionnement de la chaussée se fait en fonction des données du trafic. Voilà, donc on fait une estimation du trafic et on fait une projection dans le temps en prenant en compte l'évolution de ce trafic. Et c'est sur la base de ces données et puis en prenant en compte les caractéristiques des différents matériaux qui vont rentrer dans la construction de la route qu'on détermine
les épaisseurs des différentes constructions de la chaussée. Une route est constituée de plusieurs strates, appelées dans le jargon des travaux publics des couches. On en trouve 4 dans la structure d'une route. Ce sont, par ordre chronologique, la couche de forme. Elle solidifie le sol en contact avec elle. Ensuite, la couche de fondation suivie par la couche de base. Ces 2 couches jouent le rôle d'un amortisseur en résistant aux charges. Enfin, la couche de roulement qui correspond à la partie supérieure de la chaussée qui rentre directement en contact avec les roues des véhicules. Le métier qu'on fait doit respecter certaines normes. Et on est obligé donc de contrôler, par exemple là ici, on est au niveau de l'application, de contrôler les épaisseurs. Parce que si on surconsomme, c'est à nos frais. Il faut faire juste ce qui est prévu au marché. Pas en dessous, parce qu'en dessous, le contrôleur vous fait une réfaction ou vous les reprenez. Et la qualité exige qu'on soit dans les normes. Et c'est ce qu'on fait, on contrôle. Il y a le laboratoire qui vient contrôler, il y a ceux qui appliquent, qui vérifient les épaisseurs, chacun joue son rôle pour qu'on parvienne peut-être à la perfection dans peu de temps. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec toutes ces normes que vous citez, il y a des routes qui ne résistent pas longtemps alors qu'elles étaient conçues pour une certaine durée? Alors, ça dépend, parce que là, vous posez une grosse question qui fait débat actuellement, je sais, dans certains milieux. Parce que même nous-mêmes techniciens, on nous accuse que les routes de maintenant ne durent plus. Bon, en fait, le problème, c'est qu'actuellement, cette route, elle est dimensionnée pour qu'on puisse, après ce renforcement, on puisse avoir 20 ans de vie là-dessus. Mais tous les techniciens vous diront que les premiers signes de fatigue apparaissent au bout de 5-6 ans, où on commence à avoir les premiers trous. Mais si derrière, il y a un service d'entretien qui vient reprendre ces premiers signes, mais ça conforte la durée de vie de la route. Mais s'il n'y a pas cet entretien derrière, évidemment, le petit trou qui apparaît au bout de 5-6 ans, qui apparaît normal, nous, dans notre métier, si on laisse agrandir, ça abîme tout le tronçon. Donc il y a un gros problème d'entretien qu'on doit mettre en place quand on fait des grands investissements comme ça. Ce chantier, lancé en mai 2014, doit être livré dans un mois. Le compte à rebours commencé il y a 2 ans arrive à son terme. Pour respecter les délais, toute l'équipe composée de 200 travailleurs nationaux et expatriés est mobilisée de jour comme de nuit. Ici, les salaires oscillent entre 150 000 et 2 500 000 francs CFA. De quoi encourager à travailler plus de 8 heures par jour. De retour à Bouaké, il est 6 heures. Les activités reprennent. Mais pas pour Almami et son apprenti. À leur réveil, ils ont une surprise plutôt désagréable. C'est vous là, c'est collé ici, porte là, non, derrière là. Le temps, on va enlever ça. On va essayer pour voir. Bon, c'est prévision. Tu vois? Malgré les précautions prises durant le trajet, ils viennent de constater une crevaison et ont recours aux pneus secours chargés avec les 22 tonnes de marchandises. Mais le plus dur est de démonter le pneu crevé. Et là, n'est pas routier qui veut. Mon frère, vous allez coller ces pneus là combien? On compte à 5 000. 5 000. Bah, lui, il va coller ses pneus à 5 000 francs. Mais si c'est comme la route était bonne, on ne pouvait pas avoir ces crevaisons. C'est pas l'état de la route, c'est pas bien. Le goudron n'était pas bien été fait. Quitter à Toumoudi, à Yamoussoukro. Bon, c'est ça qui nous a créé tous ces problèmes. Vous-même, vous voyez, chaque 100 km, il y a un gars au pied contrôle ma voiture. Mais s'il vient avoir une crevaison à Bouaké ici, bon, là, moi, je trouve que non, c'est l'état de la route. Après 2 heures de galère et autant de retard accusé, Almami peut enfin reprendre la route. Il entame le dernier tronçon menant à Korogo, une voie plutôt praticable qui lui permet de rouler jusqu'à 70 km/h.
Bon, si toutes les routes étaient comme la voie de Kourougo, ça depuis on était derrière Kourougo. Bon, moi j'aimerais que toutes les voies de la Côte d'Ivoire soient comme ça. Là on puisse rouler normalement. Environ 6 heures plus tard, le routier arrive à Kourougo, sa destination finale. Pour ce voyage, Almami aura parcouru au total 633 km en 24 heures. Un trajet éreintant qui finit par l'irriter. Il n'est qu'à attendre d'abord, les autres vont venir. Ceux qui doivent les donner liste, ils ne sont pas encore venus. S'ils viennent, ils leur donnent liste, ils vont te dire de prendre. Yama, il faut attendre. Il faut attendre ceux qui doivent prendre le liste. Voilà, merci. Il faut prendre portable là et appeler. Non, c'est pour le que vous le faites. Oui, oui. Vous êtes prêt à le pratiquer pendant combien de temps encore? Bon, tout ça est dans la main de Dieu. Alors moi, tout ce qu'il demande, je prie Dieu pour ne pas trop durer dans ce boulot. Ouais, chaque travail que tu fais, tu cherches à avoir pour toi aussi. Donc je prie Dieu, que Dieu me fasse des moyens, et puisse acheter un camion pour moi, là, et puisse cuisiner dans la conduite. Et puisse donner aussi à quelqu'un d'autre qui va rouler demain. C'est ça mon souhait. Après toute charge déduite de la location du camion, cette livraison rapporte au moins 150 000 francs CFA aux propriétaires du véhicule, soit 1,5 fois le salaire mensuel du routier. En Afrique de l'Ouest, certains pays comme le Bénin ont encore 50% de leurs routes infranchissables, seulement 29% pour la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, notre pays a ouvert plusieurs grands chantiers routiers. Certaines localités se voient dotées de leur première route asphaltée. C'est le cas de Bétié, une localité de 40 000 âmes située à 300 km d'Abidjan. 2 km de route bitumée viennent d'être réalisés dans la ville grâce au programme présidentiel d'urgence, le PPU. La gestion du projet a été confiée à un jeune Ivoirien de 27 ans, Emerson Kofi Asomoli, ingénieur des travaux publics sorti de l'école polytechnique de Yamoussoukro. Il a été embauché par une multinationale qui a fait de lui l'un des plus jeunes chefs de projet du pays. Une situation plutôt enviable dans un marché de l'emploi difficile en Côte d'Ivoire. Comment s'en est-il sorti? Quel impact son œuvre a sur le quotidien des populations? Bétié en route vers l'émergence. C'est une enquête de Didier Nguessan, Jean-Luc Bangbo et Omar Yameogo. Bétié, commune rurale de 40 000 habitants. Bénéficiant du programme présidentiel d'urgence, 2,5 km de route bitumée viennent d'être réalisés. Une véritable révolution pour cette ville. Derrière cette transformation, un jeune homme de 27 ans, Kofi Asomoli Emerson, ingénieur des travaux publics et chef de chantier. Il travaille pour le compte d'une multinationale française. L'ouvrage touche à sa fin. Dernière vérification. Donc il faut quelqu'un pour le suivre ici. Il ne va pas faire, il dépose ça, nous on charge avec la pelle. Ok, voilà, donc charger ça correctement et puis il faut remplir encore à nouveau. Il ne faut pas enlever trop comme ça. C'est 1,50 m pour que les gens puissent circuler dessus. Bon, on a un aménagement arrière de bordure d'une dimension donnée par notre contrôleur. Donc là, ils ont fait la dimension un peu réduite. Ce qui fait que nos piétons auront du mal à circuler. Donc, bon, heureusement que je suis arrivé. L'une des voies où il n'y avait rien, où il y avait seulement que la broussaille et puis juste une piste. Donc aujourd'hui, il y a la voie bitumée. Aujourd'hui, il y a des ouvrages d'assainissement, des caniveaux, des buses, tout et tout. On peut dire qu'on passe de rien à quelque chose maintenant. C'est la première fois qu'ils découvrent à eux ici le bitume, enrobé. Ça a été quand même une joie aussi pour la population de savoir que le président a pensé à eux. Nous sommes chez Michel Kakou. Il vit à Bétié depuis une dizaine d'années. Comme chaque jour, à 17 h, avec ses amis, ils refont le monde devant sa maison. Dans ces jours-là aussi, j'ai remarqué que les gens de Bétié ne dorment pas tôt. C'est dû à quoi? Tu dors à quelle heure? Je dors à 20 h. Mais poulet, ça c'est un coucher de poulet, même à 20 h.
Effectivement, moi, je pense que c'est le goudron, l'arrivée du goudron. C'est un don qui est venu de la présidence. Au début, on a appris 6 km, hein. On a dansé, on a chanté. Après, on nous dit 2 km et demi. Seulement, ces 2,5 km de route ne sont pas suffisants. L'accès à la ville est toujours difficile. La population de Bétié est toujours isolée. Comme nous n'avons pas de route, pour construire une maison, même c'est un peu compliqué parce que les matériaux de construction sont chers. Il n'y a pas de route. Aujourd'hui, le bac ne travaille pas. Les produits alimentaires ont doublé de prix. Les produits de consommation. Le commerçant, il arrive d'Abidjan, il faut qu'il traverse par les hors-bords, les pinasses. Il y a un coût. Et du coup, les commerçants, pour ne pas perdre, sont obligés de mettre au moins 200 francs, 300 francs dessus. Ce qui n'arrange pas la population. Il faut qu'on ait la route pour circuler, pour véhiculer pour nos produits alimentaires. Cela va permettre à nos femmes de se mettre en coopérative, même aux hommes de travailler. Sinon, c'est compliqué. La construction d'un pont est en cours. Fin des travaux prévus, septembre 2017. En attendant, pour rendre visite aux habitants de Bétié, il faut se contenter d'une pinasse avec à son bord une vingtaine de personnes, des motos, des vélos, des courses. Une embarcation de fortune pour faire un trajet de 5 minutes. Séverin, étudiant, n'est pas pressé que le pont se construise. Ce petit trajet lui permet de toucher 120 000 francs CFA par mois. Bon, vraiment auparavant, au moment où le bac était en bonne forme, c'était 200. Mais comme les gens sont coupés de l'autre côté, après cette situation, on a jugé comme ça que chaque traversée, celui qui voyage, ou du moins ceux qui voyagent, il y a peut-être 300. Mais nos parents qui vont au champ, il y a une réduction. 200 francs matin, maintenant les soirs, on les traverse sans les prendre quelque chose. Vous faites quoi comme recette par jour? 30 à 35 000. Oui, comme recette. Ça, c'est les jours où ça marche. Quand ça marche pas, c'est 15 000. Ce jeune étudiant reconverti en piroguier gère un business plutôt fructueux. Je prends la pinasse parce que actuellement, avant c'était avec le bac. Comme le bac est gâté, bon, le pont est en cours, c'est pas encore terminé. Donc c'est obligé maintenant que nous prenons maintenant la pinasse maintenant pour traverser. Mais comme le bac fonctionnait, donc le coût était moins. Voilà, on traversait par personne 100 francs. Maintenant, actuellement, comme le bac est en défaillance et puis le pont n'est pas terminé, on traverse une personne 300 francs. Quand tu n'es pas, tu es seul, 300 francs aller, 300 francs et tout. Même si tu as moto. Maintenant, quand tu as moto, on te prend 1000 francs aller, 1000 francs de tout, ça y est, toi y compris la moto. Et le bitumage au niveau de Bétié-Centre-Ville, c'est vraiment une bonne chose. Si vraiment la route pouvait être goudronnée, des Bétié jusqu'à Azopé, ça allait faciliter vraiment le déplacement. Maintenant, s'il y a une bonne route, ça va réduire le coût du transport. En l'absence du bac et en attendant la livraison du pont, comment les véhicules rentrent-ils sur Bétié? La réponse est à Abradinou, localité située à 33 km sur l'axe Yakassé-Atobrou à Dzopé. C'est la deuxième entrée de Bétié, après celle d'Abengourou. Ici, le bac de l'Agéroute offre gratuitement la traversée. Retour à Bétié. Après une longue journée de travail, notre très sérieux Emerson peut enfin se poser à son bureau. Comment vous arrivez à gérer tout ce monde et toute cette responsabilité sur aussi jeunes épaules? C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, ça je peux le dire. Parce que tu règles un sujet ici, automatiquement tu attaques avec un autre sujet, donc tu es obligé d'être un peu sur tous les fronts. Donc, à des collaborateurs pour nous alléger aussi la tâche et pouvoir réussir à bien notre mission. Tout jeune avec des collaborateurs plus âgés, est-ce que ça pose un problème dans votre activité? C'est d'abord le respect de la personne en face de toi, la considération de la personne étant plus âgée que toi, et ensuite le travail. On ne va pas regarder les différences d'âge et tout, mais nous sommes là pour le travail, chacun fait ce qu'il a à faire
dans son poste bien précis. Emerson a passé 5 mois sur ce chantier. Un premier ouvrage dont il n'est pas peu fier. Il espère même le voir un jour dans un livre d'histoire. J'aimerais vraiment retranscrire ces grosses œuvres-là qui ont été faites en Côte d'Ivoire, réalisées en Côte d'Ivoire, telles que le pont, toujours. Retranscrire ça, pourquoi pas dans un livre, pour la postérité, pour nos jeunes frères qui sortiront dans les années à venir de l'école, qui ne sauront pas comment ça s'est passé et quels sont les peut-être différents parents qui ont eu à travailler pour sortir cette belle œuvre. Pourquoi ne pas laisser des traces écrites dans nos bibliothèques, qu'elles soient numériques ou bibliothèques physiques comme on a l'habitude de le voir. C'est un peu l'idée qui me tracasse. Espérons qu'il voie le jour, voilà, pour que ce soit pas moi, Asomoli, Emerson, Kofi, mais ce soit tout l'ensemble du personnel, tous ceux qui ont eu un jour à mettre la main dans ce projet, qu'ils soient aussi heureux et fiers. J'espère. Emerson, chef de chantier passionné, est entré dans les travaux publics comme on entre en religion. Difficile de parler infrastructures routières sur le continent sans parler du Maroc. Ce royaume a fait des infrastructures sa priorité. Regardez, 60% de routes asphaltées, des routes nationales et des autoroutes en parfait état. Le réseau routier du Maroc est considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique. Nos équipes sont allées à la rencontre d'un leader du marché des infrastructures routières, El Mouloudi Ben Haman, à la tête de Sintram, une société panafricaine de travaux du pays. Il a contribué à réaliser plus de 200 km d'autoroutes dans son pays. Un patron qui voit grand, Made in Africa, et qui emploie 3000 personnes en Afrique. El Mouloudi Ben Haman, un entrepreneur à la conquête de l'Afrique. C'est un portrait de Jean-Luc Bangbo et Omar Yameogo. Casablanca, capitale économique du Maroc. Ce pays a l'un des meilleurs réseaux routiers du continent africain. Nous sommes à Californie, un des quartiers les plus chics de la ville. C'est ici, dans cette luxueuse résidence de 2000 m², que vit El Mouloudi Ben Haman, le patron de la Société internationale des travaux du Maroc, Sintram. Il a construit plus de 14% du réseau autoroutier du pays. Quand je traverse cette route, j'ai toujours un sentiment de fierté, un sentiment de bonheur, parce que je roule sur un bijou que j'ai construit, que j'ai dirigé. L'autoroute que nous sommes en train de traverser, c'est l'un des projets que j'ai réalisé en 1996, lorsque je dirigeais l'entreprise El Hadji dans le temps, qui est une entreprise où mon beau-père était majoritaire. Cette société, fondée en 1987, est aujourd'hui l'une des plus importantes du Maroc. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 65 milliards de francs CFA et emploie 3000 personnes sur tout le continent africain. Salam alaikum. Bonjour, ça va bien, c'est ma mère. Je présente mon fils, directeur général, et c'est lui qui est chargé de tout ce qui est matériel, logistique, service achat, et même relations publiques. Alors à partir de là, lui, il coiffe un peu son domaine. C'est l'atelier central de réparation des engins. Les engins arrivent ici, ils sont complètement déchaussés avant d'être remis à neuf pour être envoyés ensuite sur l'ensemble de nos chantiers. Il y a beaucoup de choses qu'on sous-traite également parce qu'on n'arrive pas à tout faire ensemble. Mais là, si vous voulez, ça nous donne une certaine autonomie quand on a le temps de réparer. Alors, vous voyez là, c'est le service de géolocalisation. Grâce à ces écrans, M. Ben Haman garde un œil sur chacun de ces chantiers basés en Afrique. El Mouloudi Ben Haman, c'est un peu le Big Brother du réseau routier africain. Bonjour, ça va, bonjour.
Alors là, vous avez ces 3 ingénieurs qui sont chargés de suivre un peu le mouvement de tout notre matériel à travers le pays, à travers même la Côte d'Ivoire. Alors là, c'est tous les engins qui sont suivis, leur mouvement, la consommation en gasoil, le nombre d'heures de travail, si l'engin est à l'arrêt ou s'il fonctionne. Là, on va vous sortir par exemple le chantier de la Côte d'Ivoire. On est sur la frontière de Burkina Faso. Là, vous avez l'évolution des engins, où est-ce qu'ils sont. Et il peut rentrer dans chaque engin pour voir si l'engin est opérationnel ou s'il n'est pas opérationnel. Et dès que l'engin quitte le secteur du travail, il y a des alertes. Ou alors, lorsqu'il y a un vol de gasoil ou une surconsommation, il y a des alertes. Alors, vous voyez là, on a décelé un vol de gasoil. Vous voyez la courbe sur cet engin? Voilà. C'est où? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. La courbe représente la consommation en temps réel d'une machine, par exemple. Alors, en rouge, la machine est en arrêt, en vert, elle est en marche. Cette consommation, elle est représentée en temps réel. Dès qu'il y a une recharge, il y a une variation dans la courbe, ça représente une recharge de carburant. Donc ça nous permet de suivre un facteur qui est très important des coûts directs de l'entreprise, qui est le combustible. Donc, toute machine et toute chute, toute variation qui est suspecte dans la courbe reflète un vol de carburant. Donc ça nous aide à... Ce logiciel de géolocalisation a été développé par des ingénieurs marocains. Impossible de savoir qui ils sont ou d'en connaître le coût. Monsieur Ben Haman craint la concurrence et garde jalousement ce secret. Outre le vol de carburant, même absent, ce patron peut contrôler ses camions et surtout s'assurer que ses employés travaillent. Sur ces photos, le Maroc des années 50. Depuis, le pays a connu une évolution spectaculaire de son réseau routier. Plus de 57 000 km de routes, des infrastructures ultramodernes, des tramways et bientôt une ligne à grande vitesse qui doit relier la ville de Tanger à Casablanca. Une partie de ce projet a été confiée à l'entreprise de M. Ben Haman. Nous sommes sur le chantier de LGV. Malheureusement, il a plu ce matin énormément. C'est pour ça que l'activité est un peu handicapée. Donc nous sommes sur un grand remblai où il reste encore 1,5 million de mètres cubes à mettre en place en remblai et qu'il faut terminer en 4 mois. Avec les responsables du chantier, ils discutent des avancements des travaux. Tu as encore 600, disons ici 550 mètres cubes de traitement à faire. Alors si tu avances à une cadence de 6 000 mètres cubes jour, donc ça te fait 100 jours. On ne table pas sur 3 mois, sincèrement, on table sur 4 mois et demi. 4 mois et demi. Donc il compte sur 4 mois et demi, et ça, si tu as prévu à... C'est des cadences de 20 000 en fait. Là, dans tes prévisions, est-ce que tu fais rentrer le travail de nuit ou pas? Oui. Parce que pour atteindre les 18 000 ou les 20 000 mètres cubes par jour, là, il faut se lever un peu de bonne heure. Hein. C'est pas de la rigolade. C'est faisable. Hein. Ouais, c'est faisable. C'est faisable, on a déjà atteint quelque part. Avec les aléas climatiques qu'on a vu et tout ça, mais non, disons il y avait des difficultés. Mais là, on va rentrer dans la période sèche, ils peuvent atteindre les cadences. On va essayer de revoir ça à tête reposée pour pouvoir trouver les solutions idoines pour pouvoir remonter cette difficulté afin de livrer le projet dans les délais espérés par le maître d'ouvrage. Ils doivent réaliser 26 km sur un tracé total de 200 km. Budget 93 milliards de francs CFA. Alors, El Moudi Ben Haman fait attention aux moindres détails. Dans ces carrières de concassage de granit, ses équipes travaillent jour et nuit pour approvisionner le chantier. Mais les difficultés ne manquent pas. Tous les points sensibles de blocage, elles sont actées par un écrit. Ils vous disent tout est réglé. Alors qu'il y a des contraintes encore qui sont en instance. Généralement, quels sont les facteurs bloquants sur un chantier de construction? Les grands blocages, c'est ça. C'est les contraintes de réseau, c'est les expropriations, c'est les problèmes géotechniques, très souvent. Voilà les 3 principales contraintes et les intempéries aussi. Mais les intempéries, disons que ça dépend de Dieu. Mais il y a des contraintes qui dépendent des hommes, que les hommes doivent régler.
attention aux corniches, les naquerdites. Là, les corniches sont posées, ils sont bien faites, je n'ai rien à dire. Mais il faut finaliser la date de transition, il faut finir ce qu'il faut faire de l'autre côté, il faut préparer la surface pour le péri-maçonner, il faut même le faire carrément. Vous êtes satisfait de l'état de votre bâtiment? Je serai satisfait une fois que le chantier sera terminé. Pour l'instant, je suis pressé et je dois mettre la pression. Tant que ce n'est pas terminé, la partie n'est pas gagnée. Il faut qu'on arrive à livrer l'ouvrage dans les délais prescrits. Le délai, c'est quoi? Les délais, c'est fin d'année. 2016. 2016. Il faut que d'ici 2016, on plie bagage. Le respect des délais, l'obsession de ce patron. Au Maroc, il compte une dizaine de projets en cours de réalisation pour un montant global de 273,5 milliards de francs CFA. L'un de ces chantiers phares, le barrage Martil à Tétouan, dans le nord du Maroc, budget 23 milliards de francs CFA. Ce barrage a un triple rôle. Le premier rôle, c'est d'abord d'empêcher d'inonder la ville de Tétouan. Le deuxième rôle, c'est de retenir suffisamment d'eau pour fournir l'eau potable de la ville. Le troisième rôle, c'est d'alimenter les zones environnantes par eau d'irrigation. C'est un ouvrage dont la conception, ça vous paraît maintenant à l'extérieur comme un château d'eau, mais à l'intérieur, il est tellement compliqué au niveau des coffrages et au niveau des passerelles que l'exécution nous a demandé beaucoup d'efforts pour les passer. C'est la première fois qu'un ouvrage comme ça se réalise au Maroc. Alors c'est un ouvrage construit pratiquement avec l'ingénierie à 100% marocaine, l'entreprise à 100% marocaine, et tous les matériaux que vous voyez ici, c'est 100% made in Maroc, made in Africa. Salam alaikum. Ça va? Ça, c'est l'un des chefs de chantier qui ont contribué au génie civil, surtout la partie béton. C'est un ancien qui a 35 ans d'expérience. Justement, comment vous recrutez si vous sortez? Le recrutement, il se fait sur une sélection bien sévère, sur des entretiens, des essais, et on ne retient que les meilleurs. Ce chantier fait vivre 450 personnes en moyenne depuis 3 ans. Il leur reste encore un peu moins de 2 ans pour tout finaliser. El Mouloudi Ben Haman a dû faire face à une dizaine de concurrents pour obtenir ce marché. 2 autres barrages sont en train d'être construits par ses équipes au Maroc. Au Maroc, comme sur tout le continent, le business des infrastructures est très concurrentiel. Il y a une concurrence qui devient de plus en plus rude, même en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, dernièrement sur un projet qui va de Kani à Bondiali. Il y a eu 20 concurrents qui ont répondu, dont 7 Chinois. Donc, pour vous dire un peu que les entreprises de BTP s'intéressent en masse à la Côte d'Ivoire. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire depuis 2012. Nous avons 2 chantiers qui sont en cours. Nous sommes en train d'élargir et de renforcer la route entre Azopé et le pont Lacomoué sur 78 km. Et nous sommes en train de construire 91 km. C'est la route qui relie Bouna de Repos à la frontière de Burkina Faso. Vous répondez à combien d'appels d'offres en moyenne dans l'année? 300, 400 appels d'offres par année. Et vous en apportez combien? Si vous voulez, sur 300, vous pouvez compter 10, 15, 20, pas plus, hein. Parfois moins. Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille des appels d'offres. Donc nous sommes aujourd'hui intéressés par les grands ouvrages surtout. Donc on essaye d'être dans un créneau de grands ouvrages d'infrastructure, autoroutes, routes de grande envergure, voies express, ports, barrages. Avec son responsable du bureau des marchés, il fait le point des appels d'offres auxquels il a répondu. Et au niveau du Sénégal, la préqualification de la BID au nord. On entend au lancement les appels d'offres.
Est-ce qu'ils ont déjà présélectionné ou c'est en cours? Non, c'est pas encore. Ils n'ont pas encore communiqué. Oui, communiqué la liste. Le dossier du Bénin, qu'est-ce que tu as? Tu as des informations sur l'autoroute de Bénin? Non, pas encore. Ils sont en phase de dépouillement. On attend la décision. La décision. Il faudrait établir une situation de l'ensemble des appels d'offres qui sont lancés, sans négliger rien du tout. Comme ça, je vais faire le choix. Et aussi consulter tous les sites, notamment des pays qui nous intéressent en Afrique, pour suivre un peu l'évolution, pour ne rien rater. Bonne journée. Bonne journée. Déjà solidement implantée au Maroc, l'entreprise ne cesse d'exporter son savoir-faire.